Je vais vous parler aujourd'hui du bonheur extraordinaire des gens ordinaires. Vous expliquer dans quel contexte je vous le propose en auto-édition. Alors, il faut savoir que quand on publie un livre et qu'au bout d'un certain temps, il y en a beaucoup dans l'entrepôt, et puis on veut, les maisons d'édition veulent se débarrasser des livres, ils vous proposent de racheter les droits d'auteur. Et si vous les rachetez pas, ben, les livres restants, ils les pilonnent, c'est le terme qui est utilisé, c'est-à-dire ils les détruisent au lieu de les donner gratuitement. Et il y a aussi parfois un choix qu'on fait de retirer nos droits d'auteur pour pouvoir en faire ce qu'on veut, les rééditer. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai racheté mes droits d'auteur de Québécois, de tous mes livres, et maintenant, je les propose en auto-édition. Les livres à télécharger sont gratuits, puis les livres qui seront produits en version papier, bien, on va les offrir sur une plateforme de vente et d'achat qui, et je vais m'arranger pour qu'ils vous coûtent très peu d'argent que pour payer, en fait, la production de ces livres-là en papier. Euh, c'est rare qu'un auteur a l'occasion de parler de son livre, si ce n'est que dans les salons du livre ou lors de conférences. Alors, j'en profite pour vous dire que si vous avez l'intérêt pour que je vienne vous rencontrer personnellement et puis qu'on échange sur mes livres ou que je donne des conférences, bien, je peux le faire. C'est ce que je faisais dans le passé avant de prendre ma retraite. Et puis, pourquoi pas recommencer à faire ça? Dans quel contexte j'ai écrit ce livre? En fait, c'est bien raconté dans l'avant-propos. C'est l'histoire d'un homme qui, après 5 ans à vivre dans un état détérioré, 5 ans à fréquenter les hôpitaux, à être alité, à commencer à avoir des plaies de lit, à avoir passé tellement de tests qu'on a l'impression que son corps est charcuté, à être médicamenté, ben, il décide de faire cesser l'acharnement thérapeutique. Et pendant 5 jours, donc, l'hôpital arrête de le nourrir, de l'abreuver. Et la morphine ne suffit pas, alors il reste conscient. C'est un marathon qu'il vit à chercher son souffle. Et donc, au bout de 5 jours, le 26 juillet 2004, il meurt. Et c'était un soulagement pour lui. C'était un soulagement pour sa famille. Et cette date, c'est la veille de mon anniversaire. C'est un cadeau. C'est mon père dont je parle. Et pourquoi j'en parle dans l'avant-propos? Parce que durant les fois où je l'accompagnais, en étant à son chevet comme les membres de ma famille, j'ai commencé à écrire ce livre, Le bonheur extraordinaire. Et je vais vous lire ce que j'en ai écrit à propos de mon père. Je dis, cet ouvrage, c'est l'aboutissement d'une démarche qui est liée à sa lente agonie, au jour passé à ses côtés à l'hôpital. Et pendant que j'écrivais les premières lignes, j'apprenais vraiment ce que c'est les mots courage, humanité, tolérance. J'apprenais qu'il est possible d'être heureux même si on vit des situations très, très difficiles. Ce livre présente donc le bonheur extraordinaire des gens ordinaires ou la psychologie positive pour tous. C'est un ouvrage inspirant pour chacun de nous qui, d'une manière ou d'une autre, est à la recherche du bien-être au quotidien. C'est un livre aussi pour les professionnels qui sont soucieux d'aider leurs clients à se sentir mieux et à voir la vie autrement. Bref, ce livre donne le goût d'être heureux et de rendre les autres heureux. J'étais à ce moment-là à l'Université de Sherbrooke en 2010 et je venais d'annoncer que j'allais prendre ma retraite 7 ans plus tard. Et j'avais accumulé tellement de matériel, tellement de documentation, de savoir autour de la psychologie positive et du bonheur que je me disais, attends, ça se peut pas que ce savoir ne serve qu'à une dizaine d'étudiants par année qui s'inscrivaient au doctorat en psychologie.
Et c'est là que j'ai eu envie de partager à un plus grand nombre ce savoir. Ce livre, dans sa forme, il est écrit comme je vous parle, avec simplicité, parce que, à mon esprit, la science doit être au service des gens et cesser de s'adresser à eux avec des termes qu'ils ne comprennent pas. Je crois qu'aussi les livres doivent être écrits avec émotion, de façon personnelle, parce que c'est ce qui est le plus important pour nous. J'avais écrit durant ma carrière universitaire un article qui s'intitule La psychologie à la dérive parce que je me rendais compte que la recherche s'était éloignée tellement de la réalité de manière cloisonnée que souvent elle était dépassée. C'est-à-dire qu'on savait des choses dans la réalité et dans la pratique avant même qu'en recherche on s'y intéresse. Alors c'est pour ça que mes livres sont là pour nous aider, pour nous accompagner à être heureux. Et ils sont écrits de manière à ce que vous les compreniez et qu'ils vous donnent à la fois des connaissances et des manières de vivre heureux avec des moyens, des outils. Dans le contenu, il porte ce livre-là sur le bonheur extraordinaire, c'est-à-dire sur le bonheur, mais avant tout sur la psychologie positive. Alors, quelques mots là-dessus. La psychologie positive, c'est la dernière science à s'être développée après le courant psychanalytique, humaniste, behavioral. C'est une approche qui s'est opposée à l'idée qui avait été imposée avec la psychanalyse qu'on est euh, des malades mentaux, qu'on a essentiellement des problèmes sur lesquels on doit travailler. La psychologie positive, c'est comme un chercheur ou un praticien qui porte des lunettes à double foyer et qui s'intéresse donc d'une part à la souffrance, à ce qui fait qu'une personne a besoin d'aide, mais aussi une partie de ces lunettes porte un intérêt, une attention à ce qui va bien, ses forces, ses ressources internes, externes qui lui permettent de traverser les moments difficiles. Et si on peut comprendre assez bien ça, ce qui rend les gens heureux, puis on va pouvoir s'en servir pour les aider quand ça va moins bien ou pour aider les gens qui vont très, très mal. C'est Maslow qui, dans les années 50, disait, c'est quand même étonnant qu'en psychologie, on se soit pas intéressé plus que ça à ce qui va bien chez les gens. Il disait, c'est comme si on veut devenir un athlète olympique en course, puis qu'on ne s'intéressait qu'aux gens qui ratent leur course. C'est important de s'intéresser à ceux qui performent, qui font bien ça. Et c'est justement ça, la psychologie positive. C'est sûr que je pourrais vous en parler très longuement, mais je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Je veux simplement qu'elle vous donne envie de, de, de vous intéresser à ces connaissances et de faire en sorte que ce livre contribue à votre bonheur. Le bonheur, maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est une expérience subjective. On ne peut pas décrire le bonheur à votre place. D'ailleurs, si on vous pose la question, êtes-vous heureux? Et que vous hésitez à répondre, que vous hésitez à répondre, c'est peut-être le signe que vous ne l'êtes pas. On dit qu'il y a 3 piliers du bonheur, c'est-à-dire que c'est d'abord une expérience subjective, qu'on vit dans l'immédiat, on a des émotions positives, on est heureux, on est joyeux parce que on rencontre un ami, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, puis que ça nous intéresse de l'entendre, de savoir ce qui se passe avec lui, parce que il fait beau dehors, le soleil sort en Suède, c'est rare, donc on est content. C'est ça une expérience positive, immédiate. Mais c'est pas que ça, le bonheur. C'est aussi euh, une démarche d'évolution, d'épanouissement qui fait que même si on n'est pas très bien en ce moment, ben on sait qu'on le fait ou qu'on vit ça pour un plus long terme. C'est un petit peu comme quand on fait de l'exercice dehors ou qu'on fait un travail manuel forçant, mais on se dit que c'est bon parce que ça fait partie de ce qu'on veut créer, de ce qu'on veut faire, mais c'est bon aussi pour notre corps.
Et puis le troisième pilier, c'est cette connexion qu'on a avec ce qui nous dépasse. On a le sentiment parfois d'être comblé intérieurement. Peu importe notre situation personnelle, tout simplement parce qu'on donne, par exemple, aux autres, parce qu'on a l'impression de contribuer à quelque chose qui est plus grand que soi. Il y a tellement de connaissances partagées dans ce livre que je ne peux pas résumer ça. Alors, je vais essayer tout simplement de vous donner quelques idées. On y parle, entre autres, de qu'est-ce qui contribue au bonheur. C'est quoi les facteurs du bonheur? Et je m'arrête sur l'argent parce que dans la société, dans la matrice ou l'aquarium, la cage dans laquelle on vit, on a vraiment pensé ou fait croire que c'est l'argent et les biens matériels qui nous apportent le bonheur et on va travailler toute notre vie pour ça. Alors que l'argent, je dirais, au-delà de conditions qui nous permettent de survivre, l'argent ne fait pas de différence. Il y a des gens hyper riches qui sont aussi hyper malheureux. Et si ça vous préoccupe, cette différence entre les gens très riches et les gens très pauvres, pour nous réconforter, on peut se dire que les gens très riches ne sont pas heureux, ils sont satisfaits. Et plus on a de biens matériels, plus on a aussi de préoccupations par rapport à nos biens matériels. Ça prend beaucoup de place dans notre vie. Une place qui n'est pas nécessairement saine et qui n'est pas du tout en lien avec le bonheur. D'ailleurs, si je reviens à mon père, qui avait été économe toute sa vie et qui me disait dans les dernières semaines, tu sais, l'argent, je ne l'apporterai pas dans ma tombe. Quand on meurt, c'est pas ça qui est important. Et il y a des gens très pauvres qui sont plus heureux. Dans un film que je vous invite à voir, si vous pouvez vous le procurer, qui s'intitule Happy, qui n'est pas le film en passant sur Netflix, là, Happy, qui était fait en 2000, je l'ai marqué à quelque part, je pense que c'est 2012. On voit, il commence ce film, c'est un documentaire, en fait. Vous allez voir la pochette, c'est un bonhomme sourire, c'est une pochette qui est toute bleu ciel. Et on voit d'abord, vous savez, un porteur de rickshaw, quelqu'un qui est un chauffeur, qui ne chauffe pas une voiture, mais un rickshaw en Inde, et qui parle de son bonheur quand il revient après sa journée de travail, peu importe les conditions climatiques, les conditions, s'il y a plu, s'il y a fait chaud. Il revient vers sa famille, il nous présente ses enfants, il nous présente sa maison, qui est un toit de tôle finalement, avec des murs ouverts, qui vit dans l'extrême simplicité et qui est plus heureux que quelqu'un qui a plusieurs propriétés, je vous dirais. De quoi ça parle aussi? Si je peux résumer tous les livres que j'ai écrits et toutes les présentations que je fais, ça pourrait se résumer à cette phrase, c'est pas ce que vous pensez. Le bonheur, c'est pas ce que vous pensez. Je dirais l'amour, c'est pas ce que vous pensez. Là, je pense à un prochain livre que je vais écrire, que je vais publier parce qu'il est quand même très avancé. La réalité, c'est pas ce que vous pensez. Alors, le bonheur, c'est pas ce que vous pensez dans le sens qu'il y a des gens qui ont, c'est dans la recherche là, qu'on a vu ça, des gens qui ont été accidentés, paraplégiques pendant toute leur vie et qui sont devenus plus heureux après cet accident qu'avant parce qu'ils ont redéfini leurs priorités, ils ont découvert qui sont leurs vrais amis. Dans le livre, il y a des équations, puis ça me fait sourire parce que je pense à la physique et ses équations. Une équation très simple qui résume aussi je dirais, l'attitude d'une personne qui est heureuse, c'est de savoir accorder plus d'importance à ce qu'elle a présentement dans sa vie, en termes matériels, mais aussi immatériels, les amis qu'elle a, les bonheurs qu'elle a, les petits plaisirs, les loisirs qu'elle a en ce moment, les biens qu'elle a, la nourriture qu'elle a, et que d'attribuer plus d'importance à ça que
s'il y avait quelque chose en dessous de ça dans l'équation, là, que ce qu'elle désire avoir, ce qu'elle n'a pas en ce moment, et qui la met dans un état d'attente. Et c'est pas que le désir n'est pas important. D'ailleurs, le désir est très important, très mobilisant. Mais cette appréciation de la vie, elle est aussi, sinon plus importante. L'humilité, j'en parle souvent. L'humilité, c'est pourquoi ça apporte le bonheur, c'est que avec l'ego, on a beaucoup de tension, beaucoup de pression, pression de performance, pression reliée à notre image. Et l'humilité se vit dans le lâcher-prise, dans cette attitude qu'on a de ne plus s'en faire pour bien des choses. Et un regard qui est tourné vers des petites choses et vers, bon, on pourrait dire, une forme d'appréciation des autres, parce qu'on arrête de se comparer. Et si on parle de comparaison, ben, c'est important parce qu'en fait, c'est très difficile de ne pas se comparer. Dans le livre, je parle de cette comparaison, mais qui est salutaire avec les gens qui souffrent plus que nous et cette aide qu'on peut leur apporter. Il y a des gens qui souffrent plus que nous en ce moment, qui ont plus de besoins que nous. Et si on compare notre vie à la leur, on va se mettre dans une position qui va nous permettre de s'offrir, d'être présent, de donner. On dit que la liberté, c'est de donner à eux pour se sentir utile. D'ailleurs, le bénévolat, contrairement à ce qu'on pense, c'est probablement l'activité la plus gratifiante parce qu'on se sent utile, parce qu'on est dans la gratitude mutuelle, parce qu'on voit des gens sourire, parce qu'on apporte, parce qu'on donne un sens à sa vie. On dit, ben je continue, là, je termine bientôt avec les idées, un peu comme un pot-pourri d'idées que j'ai retenues en feuilletant le livre ce matin. On est des devins médiocres, je dis ça dans le livre, parce que on accorde beaucoup trop d'importance aux situations de notre vie à venir, en croyant que ces situations vont avoir un grand impact sur nous, alors qu'on a ce qu'on appelle une adaptation hédoniste, c'est-à-dire qu'on s'habitue au bonheur comme on s'habitue au malheur. Cette adaptation, pour en parler longtemps, il y a des gens qui la voient comme étant très négative, mais elle est très associée aussi au bonheur parce que les gens qui sont heureux, on a remarqué, ce ne sont pas des gens qui ne vivent jamais, qui vivent jamais des situations difficiles, des malheurs. C'est des gens qui reviennent rapidement vers une attention vers ce qui va bien dans leur vie. C'est une question de rapidité. On reste moins dans la rumination, moins dans l'idée que tout va mal, moins dans cette attention qu'on accorde aux gens qui sont pas gentils avec nous, par exemple. On va plutôt diriger notre attention vers ce qui va bien, vers les gens qu'on aime, qui nous apprécient aussi. Est-ce que ça s'apprend d'être heureux? Oui. Il y a des gens qui naissent avec, on dit, la loterie du bonheur, qui naissent avec cette propension plus grande d'être heureux, mais ça s'apprend un peu comme un muscle qu'on va pratiquer et c'est une pratique qui est très simple, c'est de s'habituer à tous les jours à remarquer les bonnes choses de notre journée. On dit 3 bonnes choses par jour. Quand vous passez un peu de temps à remarquer en détail qu'est-ce que vous avez apprécié de votre vie aujourd'hui? On dit que ça pratique le cerveau à se centrer sur le positif. Est-ce que l'âge, ça compte? Est-ce que le genre, ça compte? En général, pas, et c'est surprenant souvent, c'est-à-dire que pour ce qui est de l'âge, par exemple, on remarque que les personnes d'un certain âge, autour de la soixantaine, 70 ans aussi, ils ont un bonheur plus constant parce qu'ils ont fait du ménage dans leur vie, ils s'entourent des gens, un petit cercle de gens qu'ils apprécient. Ils n'ont pas besoin de connaître bien des gens. Ils n'ont pas besoin de performer, ils s'acceptent plus comme ils sont. Ils reconnaissent leurs erreurs, leurs limites, et ce qui fait qu'ils apprécient davantage ce qui leur reste et qu'ils apprécient davantage chaque jour qui passe aussi.
D'ailleurs, il y avait une recherche intéressante qui parlait du fait que on avait comparé 2 groupes, des personnes âgées. Un groupe qui, s'occupait d'une plante, puis un groupe qui est un groupe contrôle, on n'a pas changé leurs conditions. Et on remarquait que les gens qui s'occupaient, les gens âgés qui s'occupaient d'une plante, on avait remarqué, bon, évidemment, un impact sur leur qualité de vie, mais aussi, je crois, sur leur santé physique. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous, présenter sur le bonheur extraordinaire des gens ordinaires. J'en dirai pas plus. Sauf que le fait que c'est un livre, ah, c'est mes voisins qui arrivent, mais ça me permet d'arrêter. C'est un livre qui a changé la vie de certaines personnes, puis je souhaite que ça ait cet impact sur vous.